Bonjour Monique. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, bonjour le Canada, hein, parce que Ah, vous êtes loin de chez nous. Alors, je vous remercie tout d'abord de nous avoir, enfin de m'avoir accordé cette interview pour parler d'un livre, moi, qui m'a vraiment énormément plu, que vous avez écrit avec Nicole Gratton et qui s'appelle Les rêves en fin de vie. Hein, je le montre. exactement, oui. Les rêves en fin de vie, sans récit de rêve pour faciliter la grande traversée. Donc la grande traversée, c'est quand on passe de l'autre côté. Hein, voilà. Exactement, oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez, enfin, pour que les gens puissent vous connaître un petit peu, vous présenter, qu'est-ce que vous faites, et puis après, on entrera dans le vif du sujet. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer, Sylviane. Merci, oui. Oui, et bon, je vais y aller avec ma profession, je suis infirmière auxiliaire, et depuis quelques décennies déjà. Euh, j'habite, je suis en région de Montréal, à l'ouest de Montréal. Ça fait déjà, j'ai ma petite maison sur le bord de l'eau et j'y suis très bien. Ouais. Je dis toujours que la vie est bonne pour moi, alors je pense que j'étais assez privilégiée dans ma vie. Et au niveau de mon travail, je fais un travail qui est quand même assez, je dirais, pour moi, qui est très exceptionnel. Je travaille en soins palliatifs et déjà, ça fait plus de 13 ans que je travaille en soins palliatifs. J'ai toujours été attirée par ce milieu-là et il s'est présenté pour moi, cet emploi-là, il y a 13 ans, qui m'est arrivé comme par un plateau, sur un plateau d'argent à un moment donné. Alors, je suis privilégiée à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? Parce qu'on en parle beaucoup, mais je suis certaine que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Oui. Les soins palliatifs, c'est une approche où on favorise finalement le confort en fin de vie du patient. Alors, ça veut dire qu'on couvre tant au niveau physique, psychologique, psychosocial et Oui. spirituel aussi. Alors, moi, je travaille dans une maison de soins palliatifs. Je sais qu'en Angleterre, puis au Canada anglais, on appelle ça un hospice. Mais Oui. nous, on appelle ça une maison de soins palliatifs ou une résidence de soins palliatifs. Parce que hospice Oui. fait souvent référence Oui. à ce qu'on avait, en tout cas ici avant, là, des maisons seulement pour les personnes âgées, tandis que ça n'est pas ça. Et on a une clientèle, on a nos patients nous viennent, chez nous en tout cas, viennent à partir de 18 ans jusqu'à 98, 100 ans. Là. On Donc, accueille. vous les accompagnez, c'est ça, vous les accompagnez, mais donc ces personnes sont en fin de vie. Elles le savent. Elles le Oui, savent. oui, oui, oui. Elles sont con- C'est un critère d'admission. Il faut que les gens soient informés Oui. qu'ils sont en soins palliatifs. Alors, ça va être des soins de confort. Alors, c'est certain qu'on est une équipe. Moi, où est-ce que je travaille, on a 9 lits. Je travaille de soir. Et on est une équipe infirmière, préposée, qui aide aux soins. Alors, on donne le contrôle de la douleur est absolument important. Hein. Oui. Mais quand on parle de douleur, ça peut être une douleur émotionnelle aussi. C'est pas nécessairement, c'est pas seulement une douleur physique. Alors, on essaie d'apporter le plus qu'on peut avec les moyens qu'on a et on est une équipe multidisciplinaire. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est médecins, travailleurs sociaux, on a une art thérapeute, enfin, beaucoup de bénévoles qui viennent travailler aussi. Moi, je suis une employée, mais on a beaucoup de bénévoles qui viennent aussi aider, tant au niveau des soins, au niveau de la cuisine, au niveau de l'entretien ménager. Enfin, ils font partie de l'équipe des soins D'accord. palliatifs chez nous. Il y a le docteur, j'ai vu, celui qui a fait la préface de votre livre, hein, les rêves en fin de vie. C'est le docteur Patrick Vinet qui a écrit la préface, donc, et qui dit à un moment donné de cette préface, en fin de vie, c'est le moment où tout s'accélère, les priorités se bousculent, les choix diminuent, les fardeaux sont plus lourds et les détresses plus fortes. Alors, donc, là, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là par rapport aux rêves, hein, parce que c'est les rêves, c'est le sujet de votre livre, les Oui. rêves qui, il y a plusieurs sortes de rêves, on va en parler, mais qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à demander à ces personnes, avez-vous rêvé cette nuit? Parce que Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Hein, ça a commencé tout à fait simplement par une simple question. Et
pourquoi j'étais curieuse? Parce que moi, dans ma vie à moi, il m'est arrivé un événement. C'était une séparation et ça m'a quand même perturbée parce que j'étais plus par surprise, disons. Et dans cette période-là, j'ai rêvé énormément dans cette période de séparation-là. Et mes rêves m'ont aidé, moi, personnellement, dans cette période-là. Ce que j'appelle une période de crise, finalement. Oui. Alors, et suite à ça, quand je me suis retrouvée à travailler en soins palliatifs, je me suis dit, mon simple raisonnement était que si moi, dans ma crise, les Oui. rêves étaient aussi, euh, parlaient aussi fort que ça et me donnaient des réponses, je me disais, ben, les gens qui sont en fin de vie, c'était ça qui était mon raisonnement. Je disais, ben, les gens en fin de vie vivent une crise ultime, Ah oui, finalement. oui, oui, oui. Alors, j'avais la curiosité de voir, mais est-ce que les gens rêvent? Et je me suis retrouvée avec ce cadeau-là de cette personne-là que j'accompagnais à ce moment-là. Je ne travaillais pas encore en soins palliatifs, mais j'étais intéressée et c'est une personne que j'accompagnais, que je visitais à l'occasion chez elle, qui était en phase préterminale. Alors, on parle de avril 2001 et je la visitais chez elle. Et c'est ça. Mais c'est une femme qui était super bien accompagnée. Elle avait une famille, encore son époux, et était encore dans son appartement. Et les enfants, elle avait 5 enfants. Alors, un après-midi, je me retrouve toute seule avec elle et il me vient la curiosité simplement. Quand vous parlez d'intuition, cette question-là m'est venue tout à coup, sans même me douter que finalement, ça fait un grand changement dans ma vie à moi. Alors, je vais simplement dire, est-ce que ça vous arrive de rêver? Et j'étais étonnée qu'elle me réponde oui. Je ne m'attendais pas à Oui. ça, de cette personne-là. Oui. Et elle me dit oui, et spontanément, alors ma deuxième question a été, ben, mais êtes-vous capable de me raconter votre rêve? Et elle me raconte tout bonnement euh, ce rêve-là. Et je vais vous le raconter parce que c'est le rêve qui était pour moi euh, Le le, déclencheur. le déclencheur, absolument. Alors, son rêve est que elle me dit, je suis debout dans un autobus jaune, je regarde par la fenêtre et je me dis, est-ce que je vais savoir quand débarquer? Est-ce que quelqu'un qui va me le dire? Elle connaissait sa condition de santé et c'est une personne qui était quand même assez sereine dans le statut qu'elle avait à ce moment-là. Du moins, mais elle n'était pas sans se poser des questions et les exprimer de cette façon-là, finalement, n'était pas menaçant pour elle. Alors, j'ai simplement eu l'idée, c'était ma troisième question, de lui dire, ben, comment vous vous sentez dans le rêve? Elle dit, je me sens bien. Et on a été dérangés. Quelqu'un est venu nous parler et j'ai pas pu continuer ce qu'on aurait pu faire des fois quand on est intervenant ou les gens qui travaillent avec les rêves sont portés à aller décortiquer un petit peu plus ou faire investir la personne davantage. Et dans ce cas ici, j'ai pas pu parce que on était dérangés. Alors j'ai quitté, je suis partie avec mon petit bonheur en me disant, ah, j'ai pas été plus loin, je l'ai pas questionné, mais je me suis aperçu que c'était pas nécessaire de la questionner parce que pour moi, elle me donnait ce que j'avais besoin. Les réponses qu'elle donnait, en tout cas pour moi, ça me parlait. Elle avait des questions qu'elle n'avait peut-être pas les mots pour le dire à sa famille, peut-être. Tu sais, Oui. la préoccupation qu'elle avait. Alors, je suis partie avec mon petit bonheur et tout à coup, je me suis dit, ben, elle vient de me donner ce que je cherchais dans le fond, là, tu sais. Alors, moi, j'ai regardé, bon, mais il y avait le véhicule, la couleur, et elle regardait par la fenêtre. Et ce que ça le fait, c'est que au moment de son décès, ça c'est arrivé en avril 2001 et elle est décédée en juillet 2001, alors quelques mois après. J'avais conté le rêve aux enfants, mais déjà, moi, j'étais tout à fait nouvelle dans cette approche-là, là, Ouais. ça me tombait comme ça, comme un cadeau du ciel. Alors, j'ai simplement compté le rêve comme on aurait pu le faire avec d'autres, tu sais, mais j'ai compté aux enfants et ça n'avait pas semblé avoir une grande répercussion à ce moment-là, ce qui était correct aussi. Sauf que quand elle est décédée, j'étais là et un de ces garçons, quand ils sont venus la chercher, un de ces garçons a dit
ma mère a toujours su se tenir debout. Alors, pour moi, il faisait référence au rêve parce que sa mère était debout dans l'autobus Oui, et elle se tenait solidement. oui, Et c'était pour lui, ça lui a peut-être donné ce réconfort-là, lui, le rêve. Tu sais. oui. Simplement de dire, ah, ma mère, elle a toujours su se tenir debout. Alors, c'était pour moi le début De de cette l'aventure. aventure-là, Oui, oui. Et à partir de ce moment-là, je prétends que ce rêve-là a été un cadeau qu'a m'a fait cette femme-là, cette dame-là. C'est comme un héritage spirituel finalement, parce que à partir de 2001, j'ai commencé à m'intéresser et l'emploi à la résidence. Elle est décédée, je m'excuse, c'est en 2002 que c'est arrivé, parce que j'ai commencé à travailler en 2002. Elle est décédée en juillet et en août, j'avais tout à coup cette offre d'emploi-là pour travailler en soins palliatifs, qui m'est arrivée aussi comme un cadeau de la vie au moment où je m'y attendais le moins du monde. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler en soins palliatifs, là, j'ai commencé à me dire, ben, on va commencer, je vais regarder ça de plus près. Là, j'étais quasiment comme dans un laboratoire avec des gens en fin de vie. Alors, c'était toujours ma question. Alors, j'ai informé quand même la direction pour dire, ben, j'étais intéressée, moi, à avoir cette approche-là, parce que je sortais un petit peu des sentiers battus. Là, tu sais, au oui. niveau des soins, je veux dire, tu fais tes soins, on a une approche psychologique, mais de là à m'intéresser au rêve, je voulais quand même que la direction soit au courant et on n'a apporté aucune objection, si ce n'était que de me dire, ben, Monique, peut-être que c'est la médication qui influence les rêves, peut-être Oui, que on oui. n'avait pas d'études approfondies Sur le sujet, oui. sur le sujet, absolument pas. Alors, d'un rêve à l'autre, j'étais toujours étonnée et en même temps, je voyais tellement les effets que ça avait sur le patient. Comment ça pouvait nous aider à accompagner la personne aussi. Parce que l'émotion, je dis toujours, le rêve ne ment pas. Je dis, j'ai pas inventé ça, là, mais le rêve ne ment pas. Alors, d'une fois à l'autre, j'avais des récits de rêves et je les gardais et je me souvenais de ces rêves-là que les gens avaient faits. À un moment donné, je suis rentrée en contact avec Nicole Gratton, que j'avais perdu de vue, et encore là, une belle question De de synchronicité. oui, de synchronicité, on s'est retrouvés. Et là, j'ai commencé à communiquer avec Nicole par courriel et je disais à Nicole, écoute, moi, dans mon milieu de travail, si tu voyais comment les, rêves, les patients font des rêves, c'est percutant. Et on a commencé à travailler. À un moment donné, je disais, il faudrait que le monde sache. Et c'est là que le livre est arrivé. Je disais, il faudrait que le monde sache comment est-ce que c'est précieux, comment est-ce que ça peut être utile et aux patients, et aux familles, et Oui. aux intervenants, aux aidants naturels, mais aux intervenants aussi, comme nous en milieu de soins palliatifs. Alors, éventuellement, mon idée d'un livre me chicotait et à un moment donné, Nicole est arrivée, ben, me dit, ben, Monique, on a simplement écrit un livre. Nicole avait quand même l'expérience Oui. de la rédaction et de la publication. Alors, on a travaillé ensemble. Alors, Nicole a mis un côté un petit peu plus structuré. Puis moi, j'arrivais avec les récits de rêve et je lui ai Oui. dit, et Nicole a rajouté tout ce qui pouvait aller dans le texte, aussi un petit peu plus de théorie. Oui. Alors, ça a donné un livre qui est sorti en 2009 et j'en étais très contente. C'était déjà la réalisation d'un rêve pour moi. Et à partir de ce moment-là, ça a le fait que, au niveau des soins palliatifs, ben encore une fois, je dis, écoute, je sors des sentiers battus parce que c'est pas nécessairement dans l'approche. Alors, Oui. tranquillement, j'ai commencé à frapper aux portes. Et au niveau du réseau des soins au niveau des soins palliatifs et au niveau de l'Association canadienne des soins palliatifs, j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus. Puis ça a fait que ben, ça fait des conférences et des présentations à chaque fois qu'il y a un congrès. Là. Ça fait quand même quelques années que Que je me maintenant vous promène. vous donnez des conférences. Mais alors, comment, en quoi, parce que ça,
J'ai beaucoup sur le blog, beaucoup de personnes, bien sûr, m'écrivent suite à des articles que j'ai écrits sur le deuil. Hein. Perdre quelqu'un, malheureusement, un jour ou l'autre, on perd toujours quelqu'un. Et en quoi ces rêves, écouter les rêves, alors disons, moi je vais donner un exemple puisque j'ai perdu mon père et ma mère. Donc s'ils avaient rêvé, en quoi ça aurait pu m'aider? Concrètement, comment ça aurait pu m'aider, moi? Au niveau du scénario, au niveau de la visite, au niveau de l'image dans le rêve, ça peut être réconfortant. Oui, Et bien sûr, c'est souvent de voir le sentiment final. Si je reviens aux patients, alors les patients qui ont un rêve et qui sont capables d'identifier leur émotion à la fin du rêve, le patient qui va dire je me sens bien, mais pour la famille qui entend ça, c'est quand oui. même réconfortant. Ah oui, c'est réconfortant. C'est quand même rassurant. Tandis que le patient qui va faire un rêve où est-ce qu'il est préoccupé, ça donne quand même à la famille aussi, ça leur donne leur juste. Je trouve que c'est ça que ça fait. Ça donne toujours leur juste finalement au niveau de l'émotion. Alors ça devient réconfortant. Et au niveau du deuil, les gens vont quand même y trouver un bien-être. Il peut y avoir un effet de guérison aussi. À un moment donné, nous, on offre des groupes de deuil dans la communauté, on fait des suivis de deuil. Et les participants, c'est souvent des gens dont la personne est décédée à la résidence. Et entre autres, j'animais ce groupe de deuil-là, et il y avait une personne qui était présente dans le groupe, et spontanément, sans que moi, là, j'ai parlé des rêves, là, spontanément, elle raconte qu'elle a rêvé à son père. Et dans sa situation à elle, elle avait manqué de visiter son père. Elle aurait voulu voir son père plus souvent. Elle ne pouvait pas. Et ça lui manquait parce qu'elle n'avait pas pu tout dire ce qu'elle voulait à son père. Elle se demandait comment il était. Et alors, elle a fait ce rêve-là où est-ce qu'elle se retrouve tout bonnement devant une table de pique-nique au bord de l'eau et elle nous dit le décor est tellement beau et son père vient la rejoindre au pique-nique. Et elle dit, je me suis assise à côté, mon père s'était assis à côté de moi, elle dit, c'était tellement bon de le voir. Alors, pour elle, c'était suffisant. Elle avait l'impression d'avoir un sentiment de guérison dans son... Ça répondait à sa question. Oui, ça aide donc pour faire le deuil, quoi, en quelque sorte. Absolument, ah, définitivement, pour plusieurs. Ah oui. Donc pardon? Mais je dis, il s'agit d'y porter attention. Il y a des gens qui vont comme banaliser ça, mais sans tomber dans la grande thérapie, au moins si les gens prennent le temps de, de regarder le scénario et aussi l'émotion à la fin du deuil. À la fin du deuil, excuse, à la fin Du rêve. du rêve. Donc on peut dire que les personnes qui sont en fin de vie, donc ceux enfin, que vous avez pas interviewés, mais qui ont participé finalement par leur récit à ce livre, est-ce que il y en a, ils sentent quand ils vont partir. Donc cette dame descend de ce fameux bus jaune. Bah, c'était voilà, partir à un moment donné, passer de l'autre côté. Donc est-ce que c'est toujours aussi clair que ça ou pas? Moi, je trouve que c'est clair. Oui, Il y a des gens pour qui n'ont pas d'intérêt, alors ça peut sembler banal, oui, mais je vais juste raconter un rêve, entre autres. C'est arrivé il y a quelques années, cette personne-là, je me souviens. On avait une dame qui était très sereine dans son cheminement. Et quelques jours avant de décéder, et c'est souvent des rêves que les gens font presque à la fin. oui. Et dans son cas, à elle, c'est un rêve qu'elle avait fait comme, mettons, un mercredi soir. Et elle est décédée le vendredi. Et son rêve était que elle est sur un voilier. Et le détail, la voilure est en satin rose. Et c'était exactement ces mots. Et elle dit, mon père est sur le voilier. Tout bonnement. Et elle prend la peine de préciser encore que l'eau est très calme. Et je lui demande comment elle se sent. Elle dit, je me sens très bien. Ça veut dire que c'est mon père qui s'en vient me chercher. Ah d'accord, oui. Elle était bien avec ça, elle.
Et je l'ai conté, je l'ai raconté à l'époux. Et lui, il dit, ça ne me surprend pas parce que c'est comme ça qu'elle est vraiment dans la vie. Elle est sereine. Alors, mais c'est pas toujours des rêves de cette grande intensité, c'est pas de cette grande intensité-là, mais de, je trouve que ça reflète exactement la personne où elle se situe. Je dis toujours dans son ici et maintenant. Oui. À ce moment-là, comment elle se sent. Et donc, est-ce qu'il y a des fois des rêves de personnes bon, qui doivent être quand même apeurées par le départ ou pas? Apeurée par le départ, je peux pas dire que. Ben, ça dit que encore là, on a eu dernièrement, on a eu un monsieur qui, d'un certain âge, mais qui semble-t-il avait une relation un petit peu perturbée avec sa famille. Alors, les enfants venaient plus ou moins, non mais c'est leur choix, il y avait des raisons pour lesquelles ils agissaient comme ça. Et la veille de son décès, ce monsieur-là, ce monsieur-là fait un rêve où est-ce que il y a un, il y a un diamant qu'il veut offrir et personne ne veut le prendre. C'est puissant, hein? C'est très touchant et dans la vraie vie, sa fille était venue le visiter la veille et elle avait précisé, sa mort était imminente et elle avait précisé que elle ne voulait pas être appelée au moment du décès. Ah non. Elle ne voulait pas être appelée. Alors, il fait ce rêve-là, si je me souviens bien, il fait ce rêve-là ce soir-là. Mais ça l'a rendu absolument agité, par contre, parce que lui, c'est comme, il y avait quelque chose à donner, il n'y a personne qui voulait le recevoir. Alors, il est décédé dans les 24 heures qui ont suivi. Alors, c'est ça, je trouve que ça nous donne là où le patient est, là où la personne en fin de vie est. Et comment ça peut l'aider? Par exemple, avec ce patient qui voulait offrir, pardon, qui voulait offrir ce diamant dont personne ne voulait, comment vous, infirmière, vous avez pu l'aider? J'étais pas là. Et comment ça nous a donné, ça a quand même donné aux infirmières qui travaillaient ce soir-là, comment il était préoccupé, comment il était angoissé et la peine qu'il avait, dans le fond, de ne pas être capable de donner vraiment une Son partie. diamant? Oui, oui, c'est ça. Donc, Alors, on n'est pas toujours capable d'accompagner comme on le voudrait. Et c'est sûr que lui a eu besoin d'être médicamenté parce qu'il était absolument euh, préoccupé par ça. Il était triste et il est tombé dans une espèce de coma. Mais ça nous montrait quand même que ça reflétait une partie de sa vie, dans le fond. oui, oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, oui. Oui. Ouais. Mais les enfants, après, de ce monsieur, vous leur avez expliqué le rêve? Vous les avez Non, pas vus? Non? non, non, non. Non. Alors, c'est pour ça, des fois, il y a des situations où on ne peut pas aller plus loin que ça. Oui. Le rêve est resté là. Des préoccupations. Il y avait un patient, celui-ci-là est dans le rêve et dans le livre, par contre. Ce monsieur-là, c'était un jeune homme dans la cinquantaine et il refusait de signer des papiers. Il avait droit à des papiers d'assurance là, et il refusait de les signer parce qu'il prétendait que c'était pas vraiment le montant qu'il devait recevoir plus. Son épouse, à son Ouais. décès, devrait recevoir plus. Et il refusait de signer parce que pour lui, l'entente était pas exacte. Et ça créait un petit peu une situation un petit peu tendue entre son employeur et lui. Et jusqu'à temps que ce soir-là, il a fait un rêve et il se retrouve dans une piscine. Il est en bicyclette. Il est sur l'eau Oui. dans la piscine. Et en arrière de sa bicyclette, il y a une petite voiturette. Et son petit-fils est dans la voiture et ses deux enfants sont dans la petite voiture. Tu sais, une petite voiture d'enfant, là. Oui, oui. Elle est attachée derrière le vélo et il tourne en rond et ça, c'est très clair pour lui, là. Il tourne en rond sur l'eau. Et lui-même me dit à la fin, il me dit, ça veut dire que je suis après faire caler ma famille.
il faisait très bien le lien Le entre lien, le oui. qui refusait de signer. Alors, voyez-vous, les gens trouvent leur propre réponse. Oui, ça c'est. Oui, Et effectivement, le lendemain ou 2 jours après, il a fait venir les personnes qui étaient en charge de ce dilemme-là, là, et ils ont réglé les fameux papiers. Est-ce que le rêve l'a éclairé assez, ou est-ce que c'était... Mais lui avait trouvé sa réponse, là, quand même, oui, comme oui, on... oui. Il avait trouvé, je préfère caler ma famille. Tu sais, on peut... c'est ça l'essentiel, dans le fond. S'il a trouvé sa réponse. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Est-ce que vous parlez avec, avec les personnes qui font ces rêves? Est-ce que vous leur expliquez ou c'est seulement une indication pour vous? Non, vous leur parlez pas. Ben, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque cas. Oui, Mais en même temps, à partir du moment que le patient a trouvé, pour moi, à partir du moment que le patient a trouvé sa réponse, je me dis c'est suffisant. Je vois pas la raison d'aller plus loin, d'essayer de décortiquer. Et en pensant que les personnes en fin de vie sont quand même souvent, on peut pas, c'est pas comme quand on fait une intervention dans un bureau avec quelqu'un. oui. Le temps de concentration, je dirais, n'est pas nécessairement le même. Tu sais, là, ils peuvent se fatiguer facilement. Oui, Alors, oui, oui, bien de sûr. s'asseoir avec eux et de décortiquer le rêve à n'en plus finir, je pense qu'on les perdrait. Oui, Tu oui, sais, oui. tandis que là, ils ont trouvé leur réponse, sont satisfaits de ça, et c'est suffisant. Je pense que l'intervention où est-ce que j'ai eu à m'investir plus, là, on avait cette patiente-là qui est arrivée chez nous, une belle dame, écoute, 80 quelques années, 82 ans, je pense, ou 83, qui conduisait encore sa voiture, qui allait encore à l'université prendre des cours d'éditeur libre, là, et qui avait son groupe d'amis, elle vivait dans une résidence pour personnes autonomes, mais elle avait un cancer, elle savait qu'elle avait un cancer, mais ce n'était pas nécessairement fulgurant, sauf que ce vendredi-là, il s'est passé une situation où est-ce que ça a nécessité qu'elle soit admise d'urgence chez nous. Et elle était en état de choc parce que tout à coup, elle perdait tous ses repères. Elle ne conduisait plus, elle était... tout à coup, elle se retrouvait en fin de vie. Oui. Comme, et elle avait pas nécessairement une douleur physique, mais elle avait une grande douleur émotionnelle. Puis pas capable de parler du tout de ce qu'elle vivait ou de ce qu'elle ressentait. C'était comme... On voyait dans son visage qu'elle était souffrante, mais elle niait toujours. Il n'y avait pas moyen de vraiment l'approcher. Jusqu'à temps un soir, j'arrive à son chevet, puis on se préparait à faire les soins avec la préposée, mais je suis toute seule avec elle. Et tout à coup, tout bonnement, vous me parlez d'intuition, mais je pense que des fois, ça faut y croire. C'est-à-dire pas juste des fois, on y croit. Oui. Et je lui dis tout bonnement, ça vous arrive-tu de rêver? Et elle me répond oui. Alors, la curiosité, c'était, pouvez-vous me raconter votre rêve? Et elle avait rêvé. Elle me dit, j'ai rêvé à toi, en parlant de moi. J'étais à côté d'elle dans le rêve et il y a un petit chien qui s'en vient. Et elle dit, je me dis, dans son rêve, elle se disait, il faut l'apprivoiser, il faut l'apprivoiser. Et je lui ai dit à ce moment-là, mais comment vous vous sentiez? Elle m'a dit, j'avais pas peur, je le sais que tu étais là. Ah bon? Alors à ce moment-là, pour elle, sa première réaction, c'était de dire, le petit chien, c'était probablement le chien que j'avais avec mes enfants. Oui. Ah bon? Fait que je suis revenue avec la fameuse question, l'apprivoisement. Là, ça, je trouvais qu'elle venait de me donner un mot-clé, mettons. Et à ce moment-là, je lui ai dit, qu'est-ce que vous et moi, on pourrait apprivoiser? Elle me dit, tu le sais. Alors, je dis, est-ce qu'on parle de la même chose? Elle dit, oui. Et je savais qu'à ce moment-là, on parlait. Et ça a ouvert la porte, là. Elle parlait bien sûr de la mort. De Ouais, sa mort. de Je sa n'avais mort. jamais voulu parler avant. Alors là, moi, j'ai travaillé d'une façon différente à ce moment-là. Parce que je trouvais que... et je la connaissais bien parce que depuis son admission, je l'avais eu à tous les soirs. Alors, il y avait quand même un certain contact qui était établi, mais je savais qu'on n'allait pas là et c'était là
une fenêtre fermée à double tour. Et là, tout à coup, ce rêve-là a fait ça. Oui, Et ça lui a permis de s'ouvrir. oui, c'est ça. Alors, si ça l'ouvre simplement une petite fenêtre pour permettre une communication ou un échange, je dis, ben, allons-y, Allons-y, oui. tout en restant prudent. Tout en restant prudent, parce que comme je dis, je ne me considère pas comme une intervenante du rêve comme tel. Je ne fais pas d'analyse de rêve, mais vraiment, je travaille avec les patients dans ce sens-là. À partir du moment que le patient a trouvé sa réponse, qui est capable d'identifier l'émotion. Alors, en identifiant l'émotion, là, ça peut nous donner un lien. Oui, une grosse indication, oui, bien sûr. Et dans ce cas-là, ce rêve-là a fait que le rêve de la dame avec le chien, ça fait que je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? Elle voulait voir un prêtre. C'est tout ce qu'elle voulait. Oui, là, malheureusement, on va être obligé de terminer, Monique, parce que YouTube n'accepte pas déjà un nombre de minutes. On est sur le point de dépasser. Ça m'ennuierait beaucoup qu'il nous coupe. Alors, pour terminer, moi, d'abord, je vous remercie infiniment parce que d'avoir donné tous ces exemples, parce que c'est comme je vous disais, j'ai ces deux blogs. Mais j'ai senti vraiment, intuitivement, j'ai senti que c'était important de le mettre, sur le blog de SOS Stress, parce que effectivement, la mort est un grand stress pour les accompagnants, et évidemment pour ceux qui partent de l'autre côté. Donc c'est vraiment, moi je recommande pour tout le monde, hein, je le remontre ce livre, parce que effectivement, il est très apaisant. Pour toutes ces personnes qui se trouvent à un moment donné devant l'échéance fatale, hein, bien sûr, on se rend compte que notre père, notre mère, notre enfant va partir. Et donc, je recommande vraiment chaudement ce livre parce que ça nous donne vraiment une structure, c'est une ouverture et en même temps, c'est une autre façon de voir hein, le passage, le grand passage. Alors, Monique, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez rapidement donner comme conseil aux personnes qui sont en accompagnement de quelqu'un qui est sur le point de passer de l'autre côté? Oui, alors je dirais oser poser la question à savoir si les gens rêvent et de le faire de façon avec prudence, de ne pas penser que nécessairement on va analyser, ça n'est pas nécessairement notre rôle, mais je reviens toujours au fait de savoir écouter. De ne pas chercher à aller trouver une réponse nécessairement, mais d'écouter ce que la personne va dire et ce que ça peut ouvrir ou amener comme échange, comme communication. Ne serait-ce que ça peut sembler banal, mais il reste que si ça a permis un échange avec la personne, mais de rester prudent à ne pas chercher à trop interpréter. Faire confiance au rêveur. Le rêve appartient au rêveur, alors être discret aussi. Moi, j'ai toujours demandé la permission si on peut raconter le rêve. Oui, de pas, c'est précieux. Hein? Alors, je pense que c'est le plus bel outil qu'on peut pas avoir pour favoriser un échange. Autant chez la personne en fin de vie que chez les aidants naturels et en processus de deuil aussi. C'est un bel outil. Écoutez Monique, je vous remercie infiniment. Je suis certaine que ça va beaucoup aider les personnes qui sont malheureusement dans cette période difficile, hein, qui est ô combien difficile d'accompagner quelqu'un qui est en fin de vie. Je vous remercie infiniment et j'espère que beaucoup de gens achèteront ce livre parce que ça donne beaucoup d'indications. Moi personnellement, il m'a vraiment enthousiasmé. Le sujet est quand même pas très léger, on va dire, mais on lit très facilement. La mort est abordée d'une façon tout à fait naturelle. Et finalement, c'est naturel, hein, c'est inéluctable, on y va tous. Merci à vous, merci à vous. Eh bien, moi, je vous remercie et je vous souhaite un excellent Noël. Merci pareillement. Pareillement. Au revoir. Au revoir, Monique. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Oui, au revoir.